Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur dans le digital depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays d'origine. Je vous laisse avec l'invité du jour, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va prendre la direction de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, en direction du Mexique, où en fait, on va à la rencontre d'Audrey. On va en faire très simple comme d'habitude. Audrey, bonjour, merci de m'accorder de ton temps. Et je vais te laisser te présenter, et puis on va échanger sur ton parcours, ce qui t'a amené au Mexique et ce que tu y fais. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce podcast. Comme on venait juste de le dire, c'est la première fois que je m'exprime comme ça à travers un micro. Donc, qui je suis je suis freelance en marketing digital. Plus précisément, je fais du référencement naturel et du Google Ads pour des e-commerce. Ça fait 2 ans que je suis à mon compte. Et en fait, ça fait 1 an que je voyage, enfin que je me déplace en tant que nomade, sans attache fixe en France, en fait, pour pouvoir être à l'étranger et travailler en même temps. Et avant ça, je travaillais en agence de marketing digital. Voilà. Et du coup, moi, la première question qui me taraude, c'est qu'est-ce qui fait que tu as choisi le Mexique? Qu'est-ce qui t'a amené au Mexique? Alors, en fait, moi, à la base, je voulais pas aller au Mexique. Le plan, ça fait 1 an, en fait, que j'attends d'aller en Thaïlande, en Asie. Et D'accord. en fait, à cause du Covid, etc., le pays est fermé. Enfin, il n'est pas vraiment fermé, mais il y a 15 jours de quarantaine, donc c'est un peu compliqué. Quarantaine très, très stricte. Ouais. Et en fait, tout simplement, le Mexique, c'est un des seuls pays qui est ouvert dans le monde, qui accueille à bras ouverts tous les touristes, tous les digital nomades, tout ce que tu veux. Donc, en fait, c'est juste saisir une opportunité qui s'est présentée à moi, en fait, d'aller au Mexique. D'accord. Et c'était la première fois que tu allais au Mexique? C'était la première fois, oui, que je vais en Amérique centrale, en Amérique latine, enfin, Amérique centrale pour le Mexique. Ouais. D'accord. Et du coup, ouais, tu travaillais pour une agence. Donc, quand tu travaillais pour une agence, donc c'était en France? Alors, il y a 2 ans, ouais, je travaillais pour une agence à Paris. Voilà, je faisais de l'opérationnel sur des campagnes d'avis clients pour des e-commerce. Voilà. Donc, en fait, pour la petite histoire, comment je me suis mise au freelancing, c'est qu'en fait, j'ai des amis qui ont décidé de créer un studio de yoga à Paris. Ouais. Et donc, en fait, moi, comme je m'y connaissais bien en marketing digital, en communication en général, je les ai aidés à déployer leur présence en ligne et en freelance. Et en fait, pour faire ça, ça m'a pris beaucoup de temps au final. Donc, je me suis mise à mi-temps dans mon agence, ce qui m'a permis en fait de tester voilà un peu la liberté de l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai tellement aimé et en fait, ça m'a permis de réaliser que c'est possible de construire des choses par moi-même et pas juste de travailler pour une autre boîte. Au bout d'un moment, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit ciao, je vais me mettre en freelance. Ouais. Et du coup, comment t'as géré ça avec ta boîte, le fait de leur dire que je travaille à moitié, donc je passe à mi-temps, mais pour aller faire exactement ce que je fais chez vous, mais à mon compte. En fait, c'était pas facile ces discussions, mais en même temps, c'était plein d'honnêteté. Donc, moi, j'ai toujours voulu être honnête avec les personnes avec qui je travaille, notamment mon patron à l'époque. Enfin, on était une petite boîte, hein, on était 4 à Paris. Tu vois. Donc, D'accord. ouais. Et donc, je lui ai dit, en fait, voilà, je bosse sur ce projet, ça me passionne, ça me prend de plus en plus de temps. Et donc, c'est du temps que je ne peux plus dédier à ta boîte. Donc, en fait, il faut que je me mette à mi-temps. Donc, j'étais en 3 quarts de temps au début. Donc, je me mets en 3 quarts pour mon ancienne boîte et je bosse la fin de la semaine pour le studio de yoga. Ok.
voilà, en fait, au final, il n'avait pas trop le choix parce que de toute façon, mon cerveau, il n'allait pas être disponible pour, pour lui. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène dans ton parcours à travailler dans le marketing digital? Oula. Alors, moi, j'ai un parcours un peu particulier. C'est-à-dire que donc après le lycée, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc rien à voir, dans une école à Bordeaux. Et en fait, donc ensuite, j'ai voulu me spécialiser un petit peu en communication pour les musées. Donc j'ai beaucoup bossé en fait en musée à la direction de la communication. J'ai bossé aussi, enfin j'ai fait de l'apprentissage au ministère des Armées où j'étais en charge de la communication de tous les musées qui sont sous la tutelle du ministère des Armées. Donc C'est vraiment, original, ça. ouais, ouais. J'étais très service public, communication, art et culture à la base. C'est ça mon socle en fait. D'accord. Et au bout d'un moment, vraiment, j'ai commencé à m'intéresser aux startups en fait. Parce que je voyais qu'il y avait un truc qui émergeait. Enfin, c'était à l'époque, c'était le début hein, de tout ce qui est startup, etc. Et, et en fait, ouais. Là, tu parles de quelle année? Comment dire, ça nous ramène où? C'était il y a 5 ans, quelque chose comme D'accord. ça. C'était le début pour moi, en tout cas, ça commençait à émerger et ça m'intéressait. Et moi, j'avais connu que le service public en fait, jusque-là. Voilà. Et donc en fait, j'ai commencé à poser des questions et à vraiment trouver des énormes limites au service public. En fait, j'en pouvais plus de toutes les difficultés qu'on peut y rencontrer d'un point de De quelle vue. sorte? Hmm. De quelle sorte? En fait, il y avait beaucoup de personnes avec qui je travaillais qui n'étaient pas là pour dans un but d'achever quelque chose ou d'atteindre des objectifs, mais qui étaient juste là en fait pour gravir les échelons du service public en fait. Donc, au final, tu as des projets, tu as des idées, mais rien ne se passe parce que en fait tout le monde est en train de sécuriser sa petite zone de confort et son évolution personnelle. Euh, voilà, c'est franchement, il y a plein de clichés qui sont vrais quoi, dans la fonction publique. Les gens qui se mettent en arrêt maladie pendant des mois parce qu'ils sont pas contents, tu vois, enfin, vraiment des trucs, moi, j'en pouvais plus quoi. Parce que j'avais envie de faire des choses et rien ne se passait. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, faut que je parte. J'étais en apprentissage, hein, donc j'avais 2 ans en fait de contrat d'apprentissage avec le ministère des Armées là. Et au bout d'un an, je suis partie et j'ai voulu tester du coup quelque chose, une entreprise normale. Donc là, j'ai fait enfin normal. Là, je suis partie chez Thales. Ouais, ouais. Donc Ils ont un petit pied dans la défense, quand même. oui, c'est un petit pied de la défense, ouais. Mais rien à voir. Enfin, je veux dire, je suis arrivée dans un service où j'étais au service marketing et communication, en fait. D'accord. Ouais. Du coup, je suis arrivée dans un service où tu avais tes objectifs, tu devais travailler à 10 000 à l'heure pour pouvoir faire, pour faire les choses, quoi. Tu n'avais pas des projets de 4 mois qui n'aboutissaient jamais. Et en fait, j'ai appris énormément de choses. Et en fait, chez Thales, c'était l'année où ils venaient de créer un espèce d'incubateur de start-up pour les employés, en fait. Tout employé de Thales pouvait proposer un projet de start-up dans la défense, hein, dans le domaine de la défense. Et en fait, le PDG avec le CEO avec tout un cortège, du coup, t'accompagner pour développer ton projet si c'était un bon projet. D'accord. Ouais. Donc moi, c'est un écosystème qui m'a vraiment intéressée. Et après en fait ça, je me suis dit, ok, je veux bosser dans une start-up. Et c'est là où j'ai intégré la mini-agence qui était un peu en mode start-up en marketing digital. Ok, ouais, donc ouais, t'as un parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique. Oui, avec beaucoup d'extrêmes à l'intérieur.
Du coup, attends, ouais, c'est intéressant de mettre le pied dans une grande maison comme le ministère des Armées et au final, ouais, y sortir. Parce Ouais. qu'ils ont un service de com qui est pas trop mauvais. Du ministère des Armées? Ouais, il y a de quoi faire. Avec le Euh, CIPA, Ben, en fait, moi, j'étais pas au service com du ministère des Armées en tant que tel. J'étais à la délégation des patrimoines culturels. Et en fait, tout ce qui est culturel au ministère, moi j'espère que personne du ministère des Armées n'écoutera ça. Euh, En fait, la délégation des patrimoines culturels au ministère des Armées, c'est un peu la sixième roue du carrosse. Si tu veux, c'est pas du tout la priorité. d'accord. En d'autres chats à fouetter que les musées, voilà. Même si ils en sont très fiers, hein, c'est donc les musées, c'est les Invalides, le musée de la Marine, tu vois, enfin des gros musées. Mais en fait, c'est pas la priorité, quoi. Donc Non, mais et donc moi, après, ça dépend. Je pense que c'est culturel. Là, dernièrement, je sais pas si tu as suivi, il y a eu la mort de l'astronaute Collins, le troisième de l'équipage Apollo 11, mhm, et qui, après sa carrière d'astronaute, finalement, qui a été très courte, hein, mais il a quand même orbité autour de la Lune, c'est pas donné à tout le monde. ouais, Puis, en fait, il a fini sa carrière en tant que directeur du musée de l'aviation à Washington. ouais. Bah, t'as le musée de l'air et de l'espace, effectivement, à Paris, qui est en pleine. Enfin, ça, c'est un gros projet, tiens, d'ailleurs, qui est en grosse rénovation. Mais oui, c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes. Mais voilà, c'est un peu flou entre. Enfin, il n'y a pas vraiment d'objectifs qui sont donnés, quoi, au ministère des Armées pour la délégation. Et en fait, si tu veux, les musées aussi, ils ont beaucoup d'indépendance. Donc, enfin, ils sont très autonomes par rapport D'accord. à leur tutelle, qui est le ministère. Et donc, en fait, quand tu es au ministère et que tu dois gérer ça aussi, c'est une galère. Enfin, bref. Voilà. Ah, ok. Du coup, bah ouais, donc ouais, tu passes par là, donc et tu atterris dans une agence donc une agence à Paris où ça se passe bien, où ça se passe bien jusqu'à temps que tu les quittes pour le projet, Ouais. pour comment dire, pour accompagner le projet du centre de yoga. Ouais. Non, ça se passe super bien. Franchement, j'étais trop contente. C'est une petite équipe. En fait, petite équipe à Paris, mais la boîte à la base, c'est une start-up hollandaise, donc aux Pays-Bas. On peut la citer? Oui, oui, c'est Stars and Stories. En D'accord. fait, c'est une boîte, voilà, c'était une marque. Tu peux faire appel à eux pour mettre en place des campagnes d'avis clients. Donc, c'est des gens, nous, on sélectionnait des personnes pour tester leurs produits et ensuite ils allaient écrire des avis sur Cdiscount, tu vois, Amazon, etc. D'accord. En légalité, je précise, en suivant les règles de d'Internet. C'est pas du spam. Comment? C'est pas du spam d'avis client, quoi. Non, c'est des vrais avis. L'idée, c'est que les personnes, en fait, mettent, si elles veulent mettre 1 sur 5 avec un avis horrible, ben, elles peuvent, en fait. Il suffit juste que ce soit détaillé et expliqué. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, oui, ça se passait sur donc, la boîte hollandaise. Et donc, en fait, je faisais les allers-retours entre les Pays-Bas et Paris. Franchement, l'équipe vraiment top. Tu vois, on n'était que des jeunes. Tous hyper motivés à faire. Enfin, vraiment, c'était vraiment très bien comme expérience. Ça m'a appris énormément de choses aussi sur, en fait, cette expérience. Moi, je dis c'est une start-up parce qu'en fait, ils avaient développé une technologie qui permettait en fait d'automatiser tout le process des campagnes, etc. Donc, enfin, tu vois, Ouais. il y a quand même de la techno derrière. Et, euh, et en fait, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça m'a appris à vraiment lâcher prise aussi et à avancer comme un bourrin en fait sur les projets, chose que je ne faisais pas du tout en fait dans le service public et même chez Thales. Bon, on a avancé bien, mais là c'était vraiment ok, les choses sont faites à moitié, c'est pas grave, on lance, il faut tester, tu vois. Enfin, on était vraiment dans cette dynamique, donc c'était cool. Ah, c'est sympa, ça. Non, ouais, non, ouais, je comprends maintenant, ouais, comment dire, la différence de philosophie entre la start-up et le service public. Ouais, rien à voir. Et t'as pas des strates de services, d'administration, de chefs, de sous-chefs.
Oui, non, tu dois pas faire valider ta typo par 10 personnes, en fait. C'est- Il y a un truc que je te partagerai, que j'ai découvert cette nuit, qui s'appelle les clients. Et en fait, je l'ai partagé tout à l'heure sur LinkedIn, où Ok. en fait, c'est les meilleures pépites des réflexions clients Ouais. dans les boîtes de com. Ah oui, non, mais alors ça, je veux bien te croire que ça doit être très rigolo quand même, comme chose. Je te le ferai suivre. D'accord. Et d'accord. Ouais, comment dire, ouais, je comprends mieux le parcours. Et du coup, le Mexique. Donc, lorsque tu t'installes au Mexique, tu as déjà tes clients ou tu t'installes parce qu'en fait, ton installation elle est très récente au Mexique. Ou est-ce que Ouais. tu commences où tu démarches sur place? Alors en fait, moi j'ai pas commencé l'entrepreneuriat directement au Mexique. J'ai commencé, Bien avant. bah ouais, j'ai commencé à Paris. Ensuite, j'ai bougé au Japon. Bon, c'était pas loin, hein, le Japon. J'y suis restée moins d'un mois parce que c'est très cher et que j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Ensuite, je suis retournée en France et il y a eu le Covid, ou la Covid, je sais plus. Et c'est là, en fait, quand la Covid a démarré, c'est moi aussi où en fait, j'ai commencé à démarrer vraiment une activité sérieuse. Voilà. Et donc, mes premiers clients, moi, je les ai eus à Paris. Et en fait, ensuite, ben, j'ai jamais. En fait, je garde pas les clients pendant très longtemps, moi. C'est-à-dire que c'est des missions qui sont sur 1 mois, 3 mois, tu vois, des choses comme ça. Donc, au final, ça tourne très bien. Hein, mais et donc, en fait, je bouge avec. J'ai des clients qui me suivent, j'en trouve de nouveaux quand je suis à l'étranger. Enfin, je sais pas. Donc là, depuis que je suis au Mexique, ça fait 2 mois. J'ai des clients qui m'ont suivi de France jusqu'en Espagne maintenant et qui sont avec moi au Mexique. Enfin, je les fais voyager un peu. Et, et ouais, depuis le Mexique, je démarche les clients aussi. Enfin, aucun souci pour trouver des clients. C'est des clients francophones ou c'est des clients, enfin francophones français ou c'est des clients locaux? C'est des clients français, ouais, et D'accord. francophones. Et comment ça se passe l'entrepreneuriat au Mexique? Ah, Euh, quel est ton statut, comment dire, c'est plus sur la question administrative, c'est du coup, quel est ton statut au Mexique? ouais, bah moi, je suis toujours attachée à la France. Donc, D'accord. en fait, mon entreprise, elle est en France. Et donc, au Mexique, en fait, moi, je suis au Mexique avec le visa vacances, tu vois, enfin, vacances de travail, je sais plus comment ça s'appelle, de 3 mois. Non, c'est 6 mois, je crois, au Mexique. En fait, c'est un des pays qui est vraiment très, très cool pour se déplacer longtemps. Et, et voilà. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui restent beaucoup plus longtemps au Mexique, qui font des espèces de visa run, tu vois, qui sortent 2 jours, qui vont dans un autre pays et qui reviennent. Ouais, j'ai Euh, vécu ça au Maroc. ouais, Je tu crois que je connais suis alors. sorti, ouais, je crois que je suis sorti 3 ou 4 fois. Ouais, ben voilà. Mais moi, sinon, non, moi, je suis toujours attachée à la France. Je paye mes taxes en France. J'ai une assurance maladie. Enfin, non, j'ai une mutuelle pour les digital nomades. Donc, par contre, c'est une mutuelle américaine. Non, américaine ou je sais plus trop. Ou allemande. Je crois que c'est américain. Donc, du coup, c'est une mutuelle internationale. Donc, ça, c'est pratique. Et voilà pour le côté Du coup, administratif. ouais, sur le côté digital nomade, parce que t'es ma première invitée digital nomade, Ouais. euh, qu'est-ce qui fait que, bah voilà, qu'est-ce qui fait que tu pourrais rester au Mexique plus longtemps? Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais quitter le Mexique dans 1 mois, 2 mois? Mm. Et comment éventuellement tu vas choisir ta prochaine destination? Euh, alors, hors Covid, Hors euh, Covid. ouais, hors Covid, je choisis des destinations. Il y a beaucoup de critères en fait. C'est-à-dire que moi, je peux pas voyager. En fait, je suis digital nomade, mais il me faut de certaines conditions obligatoires. Donc, il faut que je trouve il faut que je sois dans une ville où il y a des bons logements. Donc là,
Tu vois, par exemple, au Mexique, là, je regardais parce que je voulais bouger un petit peu. Là, je suis à Tulum actuellement. Ouais. En fait, à Tulum, tu as un quartier, enfin tout un quartier qui se développe, mais à une vitesse énorme, avec des superbes bâtiments. Tu vois, enfin là, je suis dans un appart, il est magnifique, hyper bien équipé. Tu vois, j'ai de la lumière, une belle table pour travailler. C'est hyper important. Et en fait, j'ai voulu bouger au Mexique et en fait, même dans les grandes villes et tout, c'est très difficile de trouver des bons logements. Tu sais, tu te retrouves très vite dans des trucs très très old school, Ok. pas agréable quoi. Et comme moi, je reste tout le temps chez moi quasiment pour bosser, c'est hyper important d'avoir un bon environnement. Un des grands critères, j'en ai parlé, mais pour moi, c'est hyper important, la table. C'est le premier On, truc que je regarde. on sent, Hein on sent que c'est important quand même. Non, mais c'est le premier truc que je regarde sur Airbnb, tu vois, quand je cherche un logement. C'est est-ce qu'il y a une bonne table avec des bons sièges pour bosser, en fait. Parce que, enfin, tu vois, Ah, mais on y pense pas, mais c'est un critère. Hein. Comment dire, c'est quand tu passes 6, 8, 10 heures. c'est ça. Il faut qu'il y ait une bonne connexion Wi-Fi. Je te le confirme. Voilà, obligatoire. Donc au Mexique, autant te dire qu'il y a plein d'endroits qui sont paradisiaques, mais en fait, tu peux pas y aller parce que t'as pas d'internet en fait, ou t'en as et c'est très mauvais. Et voilà, grosso modo, c'est mes critères. Et en fait, t'as un site internet qui est super bien, qui s'appelle Nomadlist. Ouais. En fait, qui référence toutes les villes pour les digital nomades avec plein de critères, des notations. Et donc, toi, tu peux filtrer en fonction de ce que tu as envie, etc. Donc, tu as le top 3 des villes dans le monde où aller être digital nomade. Enfin, vraiment, c'est un peu ma Bible aussi pour me déplacer. Et du coup, comment dire, du coup, c'est quoi le top 3? Parce que j'ai vu au Ouais. Portugal, Madère consacre quasiment tout, comment dire, presque toute partie de la ville au digital nomade. Et tout est fait pour accueillir les digital nomades. Ouais, c'est vrai que tu as beaucoup de villes et de pays même qui développent ça. Alors, je sais plus ce que c'est. Alors, il y a un pays en Asie, là, je crois que c'est le Vietnam. Non, franchement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est le Vietnam qui vient justement de faire un visa digital nomade, tu vois, pour attirer les travailleurs nomades. Et là, je les ai pas en tête, mais je crois que le top 3, tu as Tu dois avoir la Thaïlande. je crois pas. T'as Canggu, je crois que t'as Canggu, je sais pas comment ça se dit, Canggu à Bali. Ouais. Je crois que t'as Buenos Aires dans le top 3. Ah, j'aurais pas dit. Mais c'est Ouais, intéressant, j'irai voir. J'irai ouais. voir, mais ouais, comment dire, je mettrai le top 3 en commentaire, en description. Mais vraiment, non, mais c'est intéressant. Non, par exemple, ouais, Buenos Aires, oui, j'aurais jamais dit. Je crois. Enfin, après, ça peut changer, hein. Et j'ai plus le troisième en tête. Mais effectivement, enfin, ouais. Tu découvres carrément des villes grâce à ce site. Et du coup, là où tu es à Toulouse, est-ce qu'il y a il y a une communauté digital nomade? Ouais. C'est un bon critère, ça, que j'ai pas cité. Et effectivement, Nomadlist, le site là, dont je parlais, Ouais, c'est aussi une communauté. Donc, d'accord. tu peux t'inscrire et du coup être mis en relation avec la communauté sur place, etc. Ok. Ouais. Et oui, à Tulum, tu as une bonne communauté digital nomade, surtout en ce moment parce que le Mexique, voilà, tout le monde se réfugie au Mexique. T'as un bon coworking, tu vois, où il y a beaucoup de monde qui va travailler, beaucoup de digital nomades. T'as pas mal de cafés aussi où tu peux voir plein de monde qui bosse avec son laptop, tu vois. Enfin, bon, après, t'as beaucoup d'Américains aussi qui viennent travailler en remote en ce moment, mais euh, en fait, si je suis venue, j'ai oublié de dire, si je suis venue en fait au Mexique, à Tulum, c'est parce que aussi, moi, j'ai ma propre mini communauté, tu vois, de digital nomades. Donc, tu vois, j'ai des amis qui sont digital nomades aussi. Et donc, en fait, là, on avait des amis qui sont
qui sont digital nomades et qui sont à Toulon. Donc, en fait, on est venu là aussi parce qu'ils étaient là. On a des amis d'amis qui sont passés par là, tu vois, qui sont digital nomades. Enfin, vraiment, c'est très facile de rencontrer du monde à Toulon et qui fait la même chose que toi. Et du coup, ça se passe comment ça se passe comment avec avec les Mexicains, avec les locaux? Est-ce que entre guillemets, le nomadisme, c'est quelque chose qui est bien accepté, qui est bien intégré au sein de Toulouse? Ou Ouais. ouais. Alors franchement, j'ai pas du tout ressenti en tout cas de problème avec ça. Non, j'ai l'impression que les locaux, ils sont assez contents hein, parce que ils peuvent tout nous faire payer 2 fois plus cher que d'habitude. Donc ils sont plutôt contents. Économiquement, tout le monde s'y retrouve. C'est l'équilibre. Voilà. Ouais. Non, franchement, ouais, c'est ça, ça permet de développer les infrastructures locales, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent, enfin d'occidentaux qui viennent bosser ici, ou d'Américains même. Non, franchement, je pense que c'est assez bien vécu. Après, je sais pas, hein, j'ai pas. Si tu veux, le problème quand tu es digital nomade, enfin le problème, c'est que tu restes aussi beaucoup enfin c'est beaucoup aussi d'entre-soi. Parce que, en fait, comme on bosse, en fait, on n'est pas là pour faire du tourisme, rencontrer plein de locaux. Enfin, tu vois, on n'est pas focus sur ça, on est plus focus sur notre travail. Donc, je me suis pas fait vraiment d'amis locaux, tu vois. Donc, je peux pas savoir vraiment, mais j'ai pas l'impression que ce soit un problème. Et du coup, là, tu comptes y rester combien de temps? Et est-ce qu'il y a une destination est-ce qu'il y a une destination, un pays qui t'attire déjà? Ouais. Alors, le Mexique, moi, en fait, j'ai prévu d'y rester jusque début juin, donc encore un peu plus d'un mois. Ouais. Et changer de ville, je vais tester Playa del Carmen pour voir ce que ça donne. Et ensuite, en fait, j'ai juste une obligation de rentrer en France pour un mariage. Donc, en fait, c'est l'occasion. Là, je vais rester 2, 3 mois en France pour voir la famille, tu vois, enfin, des trucs tout bêtes, mais aller chez le dentiste, enfin, voilà. Ouais, faire un check-up. Si tu Ouais, fais un... c'est ça, faire un check-up, et puis pour pouvoir bien repartir, bien huiler. Et le plan, c'est aussi de me faire vacciner cet été pour pouvoir, j'espère, en septembre, aller en Asie, en Thaïlande. Voilà, parce qu'en Thaïlande, en fait, tu as aussi des très bons spots pour digital nomades avec des grosses communautés. Donc, voilà. D'accord. Et là, pareil, donc là, tu vois, si tu comptes y rester combien de temps? En Thaïlande, Ouais. 4 mois minimum. Ouais. Mais c'est vraiment une volonté, comment dire, c'est une volonté parce que comment dire, tu restes sur des périodes de 3, 4, 5 mois. C'est parce que tu as peur de t'ennuyer, tu veux voir autre chose, C'est pour. Alors, je m'ennuie pas, mais je trouve ça hyper stimulant de changer d'environnement. Et donc, ouais, c'est pour voir d'autres choses et aussi rester toujours au taquet, à fond. Tu vois, vraiment, moi, ça me booste de changer d'environnement. Tu vois, de pas être tout le temps enfin, j'aime avoir des routines. J'installe toujours des routines partout où je suis. Mais le fait de changer d'environnement, ça m'aide aussi à être productive. D'accord, ouais, c'est intéressant comme approche parce que j'ai pas mal bougé, mais pas en tant que digital nomade. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, en fait, c'est le fait de voyager, de venir casser cette routine. Ouais. Il leur fallait mais des mois et des mois pour pouvoir repartir. Ah oui, tu veux dire que ça fait trop de changements pour eux, quoi. Ah, ça fait trop de changements. Donc, des fois, tu as le changement de la langue, tu as le changement, comment dire, culturel, météorologique, linguistique. C'est vrai qu'il faut être assez résilient comme personne. Mais justement, c'est un très bon exercice. Si tu es résilient dans ta vie comme ça, tu peux être encore plus résilient et avoir de lâcher prise et de prendre de recul sur ton business. Enfin, je pense que c'est une philosophie par le voyage et le déplacement que tu peux aussi appliquer
à ta manière de travailler, la relation avec tes clients, etc. Enfin, en tout cas, moi, ça me permet aussi de beaucoup plus assumer mes envies et qui je suis. Et du coup, je pense que ça se ressent beaucoup plus aussi dans ma relation avec mes clients et avec mes prospects. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça. Suivez-moi sur Instagram. Si ça vous plaît, si ça vous plaît, on bosse ensemble. Sinon, tant C'est pis. comme ça que je t'ai rencontré. Ouais, en plus. Voilà. Et je t'avais dit, et j'avais été honnête avec toi en te disant, en fait, je suis plusieurs personnes intéressantes sur Instagram, et puis à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui fait que je vais rentrer en contact avec la personne ou pas. Ouais, ok. Il y en a que je suis quelques semaines, et puis je me désabonne discrètement et je m'éloigne. Et comment dire, il y en a chez qui je vais venir taper à la porte. Mais il y a eu. Et c'est chouette que tu parles d'Instagram. Je me suis rendu compte que pour le podcast, il y a énormément de personnes que j'ai rencontrées via Instagram. Voilà. Je suis présent que sur Instagram et LinkedIn. Sur Facebook, j'y suis jamais. Comment dire, j'ai un compte, mais apparemment sur Facebook, j'ai pas compris le principe de réseau social. Je suis connecté à personne. Donc. Moi, j'ai mes vieux amis, mais du lycée, tu vois. Donc, entre guillemets, ils servent à rien. Ouais. On mettra un bip. Et du coup, non, je me rends compte, en fait, j'entre en contact avec les gens sur Instagram. Parce que LinkedIn, c'est hyper pro, j'adore. Mais j'ai rencontré plus de personnes sur pour le podcast via Instagram que LinkedIn. Alors, quand j'ai commencé à être en freelance, en fait, j'étais à fond sur LinkedIn. Et franchement, ça a commencé un petit peu à marcher, tu vois. J'avais de la visibilité. Franchement, j'avais des bons retours. Mais ça m'a pas apporté de clients, par contre. Par contre, ça me faisait une bonne image professionnelle. Et en fait, je me forçais vraiment. Pour moi, c'était... je me forçais à être sur LinkedIn parce que je trouve ça un peu... je trouve que c'est un peu chiant comme réseau social. c'est vraiment mon avis. Hein. Ouais, non, faut l'animer un peu. Ouais. Faut c'est pas très... Tu vois. Faut l'animer un peu, mais il faut garder un espèce d'équilibre. J'adore ce réseau social. Des fois, je trouve que ça va trop loin. Non, c'est-à-dire ça va trop loin. C'est la personne qui poste le selfie en train de se faire vacciner, l'autre qui t'annonce le... Ça devient vraiment je raconte ma vie, quoi. Ouais, mais c'est horrible ce que je vais dire. Hein. Mais que dans le cadre pro, la personne t'annonce le décès d'un proche, ça te met une ambiance. Ouais, non, ça c'est très bizarre comme ça. Voilà, t'es entre le poste d'un pote, entre le poste d'un collègue, d'un associé, et au milieu de l'article de Forbes, t'as Pierre qui t'annonce le décès d'un proche. Ouais, mais je pense que c'est Pierre qui n'a pas trop compris le fonctionnement de... Tu peux pas lui dire de pas le faire, c'est horrible, tu peux pas lui dire de pas le faire. Non, mais moi, LinkedIn, je disais que c'est chiant parce que justement, c'est très... Enfin, j'ai l'impression que les gens passent leur temps à se vendre, mais c'est trop, tu vois. Enfin, on le sait que tu as écrit cet article et que tu as fait ce livre blanc dans le but d'avoir des clients. Enfin, tu vois, c'est... Non, mais c'est ça, à un moment donné, il faut arrêter de... comment dire, je vais pas dire faut arrêter, enfin bref. Alors, tu as soit les personnes qui sont tout le temps avec leur livre blanc, soit les personnes qui sont juste là pour faire des posts un peu subversifs et avoir le plus de visibilité possible, tu vois. Donc, ils disent des trucs qu'ils pensent même pas, tout ça pour faire un petit buzz, quoi. Je sais pas, ça... Moi, c'est comme ça que je le vois. Non, tu en as quelques-uns. Après, il y en a certains qui l'assument, d'autres qui ne l'assument pas du tout. Et là, moi, ce qui est en train de me rendre dingue sur LinkedIn, c'est les copier-coller. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, tout le monde fait la même chose. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc là, aujourd'hui, tu as du copier-coller. Et ce que j'adore, c'est que tu as un compte, je crois, qui s'appelle copy-paste en fait, il traque tout le monde. Ok. Il traque tout le monde. Voilà. Il te fait un screenshot, il te met un commentaire et il te met le screenshot de ce que tu as écrit en commentaire. Et si tu as le malheur d'effacer le post, en fait, il va publier sur sa page et en fait, il va mettre l'historique de l'échange qu'il a eu avec toi. Oui, parce que tu veux dire qu'il y a vraiment des... Parce que moi, quand je dis copier-coller, c'est que tout le monde fait le même style de post. Non, je te parle de copier-coller. C'est du copier-coller. Ok. Comment dire, c'est au sens le plus noble. Ouais.
Et je Ben, sélectionne ton texte, je fais CTRL-C, je vais sur ma page et je fais CTRL-V. Et je valide. c'est pas très intelligent parce que je vois pas l'utilité. Enfin, bref. Non, tu te fais goder très vite. Et bon, après, tu as ça. Bah, après, comment dire, on peut citer 50 exemples. Tu as ceux qui balancent une info qui n'est pas vérifiée. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai été confronté à ça. Je suis intervenu parce que ça m'a rendu dingue. C'est même pas le post qui m'a rendu dingue, c'est l'un des commentaires qui m'a rendu dingue. Mhm. C'était vraiment une prise de position politique. Et j'explique que non. Il y a juste à vérifier l'info, ça s'arrête là. C'est pas hyper compliqué. Si moi Ouais. l'info m'a semblé bizarre, c'est que j'ose espérer qu'on est 2-3 sur Terre avant la même réflexion. Ouais. Trop gros pour être vrai. Et la personne, donc après, ça débat. Hein. Donc ça débat, mais on a des centaines de commentaires. Et puis à un Ouais. moment donné, au bout de 2-3 jours, il y a une personne qui me dit certes, la citation est fausse, mais il faut quand même y réfléchir. En fait, on est en train de cristalliser, on est en train de débattre Ben d'une là, idée qui est fausse. ça devient comme sur Facebook, quoi. Avec quelqu'un de Mais trois c'est ça. Et donc, du coup, maintenant, je filtre à une vitesse. non, mais il faut. Hein. Non, mais c'est ça, en fait. Non, il y avait eu un débat pendant 2-3 jours autour d'une idée qui était fausse et ça dérangeait personne. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a du. Moi, je vois ça comme le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui a du temps à perdre. C'est ça. Non, non, mais des fois, tu passes la tête, tu regardes, tu te dis, oh, est-ce que je commente, est-ce que je commente pas? Je commente pas. Mais des fois, ça te titille. Il y a ce truc. Ouais. Et puis, tu le fais pas. Et puis, quand tu le fais, non, mais voilà. Après, ouais, après, oui, ouais, on évoque LinkedIn. Après, Instagram, tu as le côté battu vu d'Instagram qui Oui, commence à être insupportable aussi. Hein. lifestyle, mais moi, je préfère parce que c'est beaucoup plus lifestyle. Tu vois. Et en fait, déjà avec mon mode de vie, j'ai vraiment ma vie et mon travail qui se mélangent. Oui, mais tu Donc, racontes quelque chose. oui, voilà. Et c'est la même chose sur Instagram, tu vois. J'ai Ah, pas un compte pro et un compte perso. bah, moi non plus. Ouais. Moi non plus, c'est les gens qui me suivent sur mon compte perso. Donc bah, après, comment dire, je parle du podcast, je parle de la boîte, j'évoque même certains clients. Par contre, ouais, bah, quand je pète une pile, ouais, bah, je pète aussi une pile, mais sur mon compte perso. Bah, ouais. Ah, et si tu es un client et que je te cite, bah, à un moment donné, oui, bah, faut que tu prennes aussi le risque qu'à un moment donné, je vais péter une pile, ça va avoir une portée, les gens vont commencer à fouiller, vont tomber sur toi. Ouais. Et après, ouais, c'est un J'essaye risque de à dire, prendre, mais au moins, il y a une transparence. c'est ça. Bah, j'essaye de. Enfin, je cite pas, tu vois, je parle de ce que je fais, je parle de mes performances dans le travail, mais je cite pas trop mes clients. Ou alors, s'ils ont besoin d'un peu de visibilité, tu vois, je parle d'eux parce que c'est pour être sympa. Bien Euh, sûr. mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est OK. Et puis, de toute façon, s'il y a des gens que ça dérange, ils peuvent unfollow, tu vois. Ah, mais, de toute C'est pas de façon, on est d'accord, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Comment dire, ils ont su cliquer pour s'abonner, ils peuvent cliquer pour se désabonner, et puis après, c'est pas. ouais. D'accord. Donc voilà, je préfère le côté un petit peu plus lifestyle, fun de Insta. Du coup, est-ce que c'est une question que je pose toujours un peu vers la fin du podcast, est-ce que tu envisages un jour de rentrer en France définitivement? Oui. Ah, non, je crois que c'est. Je crois Euh, qu'on est sur la première réponse positive depuis le début du podcast. Positive et franche, je te promets. Ouais. ok. Ouais, ouais, bah moi, en fait, là, je suis un peu wild and free, tu vois. Enfin, genre, j'ai un appart à Paris, mais que je loue. Sinon, à part ça, j'ai pas d'attache, donc pas d'enfant, tu vois, enfin, tu vois, j'ai pas de, je sais pas comment dire. Je suis pas encore installée dans une routine où tu sais, tu dois payer ta voiture, tu dois gérer tes enfants, tu as ta maison à rembourser et tout. Donc, ça me permet d'être hyper mobile. Mais en fait, moi, c'est plutôt pour construire, avoir une famille, etc. Je pense que je me rapprocherai quand même de ma famille à moi qui est au Pays Basque. Pays Basque, d'accord.
Ok. Non, mais non, ouais, non, c'est hyper intéressant parce que après, je pense que ça va aussi avec le mode de vie, c'est que les personnes que j'ai interviewées sont des personnes qui sont installées dans une vie à l'étranger, et tu sens que le retour en France, en fait, c'est même pas une option. Oui, parce qu'ils sont vraiment installés. Et puis ça demande tellement d'efforts, j'imagine, de s'installer à l'étranger que c'est pas pour revenir. Quoi. Après, il y a une flexibilité à avoir. Toi, tu es digital nomade. Moi, je suis habitué à voyager, donc c'est pas dérangeant, donc on sait faire. Après, c'est vrai que lorsque tu t'installes avec femme et enfant ou avec le mari, comment dire, dans un pays étranger, tu crées la boîte et tu t'installes Ouais. définitivement. Mais la logistique qu'il faut pour déplacer tout le monde une fois que c'est fait, c'est une logistique. Moi, si tu veux, le seul truc que je dois déplacer, c'est une valise cabine. Hein. Donc, Ça se gère, ça va. c'est gérable. Non, ouais, d'accord. Donc ouais, non, ouais, non, comment dire, c'est intéressant que malgré le fait que comment dire que t'aies pas mal voyagé, que tu sois installé au Mexique, que tu envisages de t'installer en Asie, qui est cette volonté, comment dire, ce sentiment de vouloir revenir en France. Ouais. Bah après, je sais pas quand, hein, mais parce que j'ai bien prévu de parcourir du pays dans les prochaines années, mais ouais, au bout d'un moment, j'aurais envie de me poser, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas le digital nomadisme comme un truc viable avec une famille. Je sais qu'il y en a qui le font. Il y a des familles qui sont digital nomades, mais pour moi, ce serait trop C'est sport compliqué. quand même, hein, je pense. Ouais. Je pense que ça doit être sport. D'accord. Et du coup, ouais, non, comment dire, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, ouais, si tu quittes la vie de digital nomade, ça serait pour faire quoi? Monter ta boîte, redevenir salarié, Ah, par contre, travailler pour un non, ministère? non. Non. Non, moi je me vois. Bah, franchement, j'ai pas de. C'est pas bien. J'aurais dû me fixer des super objectifs de vie, tu vois, pour être productif, mais j'ai Je pas sais pas. de. Ouais, je sais, comment dire, je sais pas si ça marche, ouais, si c'est ce type d'objectif, parce que c'est très con, mais si tu les atteins pas, ça va te frustrer à un niveau comme c'est pas Ouais, possible. c'est ça. Moi, là, j'ai juste envie de continuer à développer mon activité de freelance, et essayer de mettre en place, tu vois, des systèmes où en fait, j'ai plus à prospecter tous les mois. Enfin, tu vois, à pouvoir avoir un peu plus de stabilité dans mes revenus. Ouais, Parce que là, j'ai. Enfin, tu vois, il y a toujours des périodes où je me dis est-ce que je vais avoir des clients, assez de clients le mois prochain, tu vois. ouais, Voilà. Comme je bosse beaucoup pour le e-commerce, pourquoi pas monter moi-même mon e-commerce, tu vois. Parce qu'à force de voir les autres faire pourquoi pas toi? soi-même, voilà. Donc voilà. Et d'accord. Et du coup, tu sais pas, t'aurais un conseil pour une personne qui souhaite devenir digital nomade? Un conseil, de tester petit. Donc moi, quand j'ai commencé, en fait, on peut être digital nomade en France. Aussi. Donc voilà, on peut aller s'exiler un mois dans une maison à la campagne. On peut aller 2 mois en Espagne. Enfin, c'est beaucoup moins compliqué que d'aller au Mexique ou en Asie. Donc ouais, de tester avec des petites destinations sur des courtes durées. Et en fait, voilà, c'est comme ça que je commencerai. D'accord. Mais écoute, Audrey, je te remercie. Merci pour ton temps et du coup, merci de m'avoir fait découvrir Touloum. Comment dire, la ville de Touloum et la communauté Touloum que je connaissais que de nom. Je vais être honnête, Ouais, que je connaissais que de nom. Mais ce qui est intéressant avec les podcasts, c'est que tu découvres des villes, tu découvres des endroits, mais qui sont juste, dont tu as entendu parler un jour. Et c'est Denis Fan qui est en Colombie et il est à Barranquilla. ok. Je connais pas. Voilà, c'est très simple en fait. C'est une petite ville en Colombie qui est connue pour deux choses. C'est avoir vu naître Shakira et l'un des plus gros cartels de narcotrafiquants. Il m'a dit en fait, et à chaque fois on nous ramène à ça. Il m'a dit alors que Barranquilla, il y a plein d'autres choses. Bah, c'est déjà cool. Hein. Comme des points à retirer.
Mais du coup, écoute, mais je te remercie. Écoute, je te dis à très vite et peut-être que là, si un jour, comment dire, si tu es de passage en France, une fois que cette panique de la Covid sera passée, ce que j'ai envie en fait, c'est de rencontrer physiquement tous les invités que j'ai eus. Ouais, ce serait Donc top. ouais, c'est un projet. Donc si j'ai une liste qui commence à grandir, 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 et j'espère juste qu'on aura le temps de le faire après la Covid. Mais Ça écoute, me je te suffit. remercie. Je te dis à très vite et écoute, bonne continuation au Mexique. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent lundi, une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.